Bonjour, une petite vidéo courte aujourd'hui pour vous parler des paliers fluides. Alors les paliers fluides, c'est les coussinets de bielle et de Villebrequin en fait. Donc on va voir rapidement ce matin comment ça fonctionne un palier fluide, quels sont les calculs élémentaires qu'on peut faire là-dessus, les mises en garde au montage pour les cales latérales et l'entretien, et puis enfin les améliorations possibles dans le cadre d'une préparation. Allez, on y va, on commence tout de suite avec le fonctionnement. Alors, un palier fluide, vous avez ici l'arbre et vous avez ici le palier. Ça pourrait être donc le coussinet de bielle ou de Villebrequin. Et entre les deux, on va interposer un film d'huile. Donc ici, vous voyez que la vitesse est nulle. Donc l'arbre touche le palier. Donc on interpose entre l'arbre et le palier de l'huile sous pression. L'arbre commence à tourner, la pression d'huile augmente jusqu'au moment où le film d'huile supporte la charge. Donc à vitesse faible, alors, on a un désaxage de l'arbre un petit peu, et puis on commence à interposer un petit film d'huile. Et puis voilà, en charge normale, c'est donc l'huile qui supporte la charge. Voilà, donc vitesse faible, vitesse élevée, vitesse infinie, on ne rencontre pas ce genre de choses. Voilà comment fonctionne un palier fluide. Alors il faut amener de l'huile en permanence, bien sûr. Il faut penser que sur les côtés, en fait, les paliers, là, ils fuient, hein. Donc l'huile s'échappe au fur et à mesure. Le jeu que l'on mesure entre la bielle et son coussinet, ou le maneton de Villebrequin et son coussinet, c'est ce jeu-là, là. Hein, évidemment, alors c'est le jeu ici, normalement, puisqu'on interpose. Voilà, donc ça appelle quelques remarques, ça. Problème au démarrage. Vous voyez que quand on démarre, en fait, on n'a pas de pression d'huile, et donc c'est à ce moment-là que l'usure va être maximum. Je démarre, j'ai une vitesse faible, hein, quand le démarreur, on est autour de 300 tours minute, et on n'a pas encore de pression d'huile. Donc là, on va user le palier au démarrage. Les démarrages, c'est quand même vraiment quelque chose qui use pas mal. Et puis, l'autre remarque qu'on peut faire à ça, c'est le sous-régime. À force d'être en sous-régime, on va plutôt travailler dans cette zone que dans celle-là. Et donc, c'est pas très favorable, en fait. Hein. Voilà, donc être au bon régime, c'est mieux qu'être en sous-régime, pour un palier. Alors, calcul d'un palier. La charge radiale, donc la charge qu'on va appliquer sur le palier, donc ça peut être la charge de l'explosion, hein, c'est égal, alors, c'est pas ça, c'est la pression diamétrale. La pression que va supporter le palier, c'est la charge radial sur palier divisé par le diamètre intérieur du coussinet qu'on voit ici et la longueur du coussinet qu'on voit là. Très bien, donc ça appelle deux remarques. La pression diamétrale, elle sera d'autant plus faible que j'aurai un palier qui sera gros et long, c'est-à-dire d'un diamètre important et long en longueur. Bon, alors on va voir que le diamètre, en fait, c'est pas forcément un très bon enjeu, là, parce que on a l'autre formule qui dit que epsilon, c'est P fois V. Alors, P fois V, c'est la pression diamétrale qu'on a vue juste avant, fois la vitesse circonférentielle de l'arbre. Hein, donc, l'arbre, à quelle vitesse, mais circonférentielle, il tourne. Donc, la vitesse circonférentielle, on peut la voir ici, non, elle n'y est pas. Ce serait un vecteur, en fait, ici, hein. Bon, donc, le problème, c'est que la vitesse circonférentielle, V, elle dépend de oméga et du rayon. Plus j'augmente le rayon, plus j'augmente la vitesse circonférentielle de l'arbre. Et donc, je vais augmenter ce qu'on appelle la puissance aréolaire. Donc, alors, évidemment, ça, alors, vous voyez que c'est des watts par mètre carré, ou des mégapascales par mètre seconde, ou des newtons mètre carré par mètre seconde. Bon, c'est une puissance par mètre carré, si on veut. Et donc, augmenter la vitesse, là, c'est pas une bonne idée, parce que du coup, ça fait augmenter le couple PV. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Voilà, donc, en fait, pour calculer un palier, une fois qu'on a ça, on va définir alors, son diamètre, mais on est limité en diamètre, et surtout sa longueur. Voilà, donc,
plus on veut qu'un palier supporte de charge, et plus on va augmenter sa longueur. Alors, avec là aussi des contraintes, parce que plus vous augmentez la longueur, plus vous augmentez le moteur en longueur, et puis plus vous augmentez le vilebrequin qui va être soumis à des torsions. Plus il est long, et plus il va se tordre, en fait. Hein. Voilà, donc on est un peu limité, mais voilà. En gros, ça se calcule comme ça. Donc, voilà, la puissance à la roulaire, c'est un critère à ne pas dépasser. On parle souvent du produit PV, voilà. Donc là, on a quelques indicateurs en fait sur un palier. La puissance dissipée, c'est la moyenne au cours du cycle. Elle représente la perte d'énergie par dissipation visqueuse due au cisaillement de l'huile au cours d'un cycle. Voilà, donc l'huile qu'on met là-dedans, en fait, elle se cisaille, elle chauffe et on a donc une puissance dissipée. Donc évidemment, plus on met de paliers, etc., et plus on perd de puissance avec ça. Le débit de fuite, il représente la quantité d'huile sortant du palier. Il permet l'évacuation des particules étrangères au contact, telles que les particules d'usure, et contribue à évacuer la chaleur produite par le cisaillement de l'huile. Un débit de fuite important nécessite cependant une alimentation en huile importante. Donc un palier, en fait, ici, là, on va le voir dans la diapo d'après, mais quand je mets de l'huile, il fuit sur le côté. L'huile s'échappe. Alors évidemment, il faut que j'en mette plus qu'il ne s'échappe, sinon j'ai pas de pression. Hein. Mais il y a toujours un peu de fuite. Voilà. Donc la fuite, c'est bien parce que ça nous permet d'évacuer les calories, hein, la chaleur, mais c'est pas très bien parce que du coup, il faut amener beaucoup d'huile, et donc la pompe à huile, il faut qu'elle soit costaud, et on perd de la puissance par la pompe à huile. La température globale de fonctionnement, bon bien sûr, et puis le produit pression de contact vitesse, le fameux PV, là, c'est un critère de sévérité principalement utilisé pour le calcul d'usure. Plus ce produit est important et plus le palier fonctionne en conditions sévères. Dans ce travail, PV représente la valeur moyenne au cours du cycle produit, pression de contact, vitesse du nœud, bon, on s'en fiche de tout ça. Ok, très bien. Alors, le graissage du palier, je vous ai mis là alors c'est un moteur de moto, mais c'est pareil, une coupe du moteur. Alors c'est très intéressant ça, parce que on voit la lubrification dans un moteur, comment elle s'organise. On va avoir l'huile qui va arriver sous pression là par le bloc moteur, ok, et qui va passer à travers un palier, puis dans une rainure. Alors vous voyez, le palier là il est rainuré, et puis on va passer là, le trou du vilebrequin, il sera, quand ça tourne, en permanence alimenté en huile. Voilà, donc l'huile passe ici, le vilebrequin est percé, on arrive ici, là, et puis ça va dans l'autre palier, voilà. Bon, en général, on a aussi un trou ici pour amener l'huile ici. Bon. Donc ça veut dire que plus on tourne vite aussi, plus l'huile se fait centrifuger, c'est-à-dire que l'huile que j'amène ici, là, elle est excentrée par rapport à l'axe de rotation, et donc il y a une force centrifuge qui la pousse. Et donc pour la faire redescendre là, mais il faut mettre encore plus de pression. Voilà, donc on voit bien là par exemple que l'ajustement des paliers, des conduits, là ça va être très important quand on refait un moteur, s'assurer que les conduits là sont pas obstrués, bien débouchés, hein, qu'il n'y ait pas de bout d'huile ou d'huile coquée, c'est très important. Puis on voit aussi le palier là, du piston, de l'axe de piston, qui, alors souvent il y a un trou, c'est pas toujours vrai, mais il y a souvent un trou pour amener de l'huile. Donc là on n'est pas sur un palier fluide, hein, on est sur un mix d'un palier lisse qui est un peu lubrifié, mais qui n'est pas lubrifié sous pression en fait. Souvent, parce qu'on a quelques modèles où il y a un trou dans la bielle qui amène de l'huile sous pression, mais c'est assez rare. Voilà, donc on a les paliers de vilebrequin qui sont lubrifiés comme ça, et puis les paliers de bielle aussi. Donc évidemment, vous comprenez que si à chaque palier, sur les côtés, là, j'ai de la perte d'huile, il faut quand même une pompe à huile qui ait du débit, hein, qui amène pas mal de débit. Parce que tout ce qu'on va perdre là, il faut plus que le compenser si on veut quand même continuer à avoir de la pression. Voilà ce qu'on peut dire pour ça. Les cas particuliers. Alors le premier, c'est les cales latérales de vilebrequin. À quoi servent les cales latérales de vilebrequin? Je vous remets la diapo d'avant. Les cales latérales. Alors là, on a un palier qui fait cale latérale en même temps. Mais sinon, sur les moteurs standards, on a des cales qui viennent s'interposer. En fait, quand le vilebrequin va se déplacer vers la droite ou vers la gauche, on a ces cales-là qui vont empêcher le vilebrequin de toucher le bloc directement. Donc c'est des paliers, hein, c'est exactement comme
comme les coussinets, c'est la même matière que les coussinets là, et ça encaisse les forces latérales du vilebrequin. Alors d'où elles viennent ces forces latérales de vilebrequin? Ben, c'est très simple, c'est quand je débraye. Voilà. En fait, quand j'appuie sur ma pédale d'embrayage, eh ben, ma fourchette d'embrayage, elle prend appui sur la boîte et elle vient pousser sur l'embrayage. D'accord. Donc elle pousse sur l'embrayage, elle détend le ressort et on libère le disque. Mais en même temps, on pousse sur l'ensemble du vilebrequin. Et donc la cale latérale de vilebrequin, elle sert à maintenir le vilebrequin. Puis il y en a une de l'autre côté, parce que quand je relâche, le vilebrequin, il a tendance à revenir un peu à toucher, puis il se ressent. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous a appris au code de la route, quand vous avez passé votre permis, à pas laisser votre pied sur la pédale d'embrayage. Hein, c'est essentiellement pour ça. La cale d'embrayage, la cale latérale d'embrayage, en fonctionnement normal, elle touche pas. Mais dès que j'appuie sur l'embrayage, elle touche. Alors ça veut dire ça aussi qu'il faut que mon piston soit monté libre un peu là. Hein. Il faut que la bielle puisse bouger parce que les quelques centièmes de vilebrequin qui va bouger, le piston lui il est droit. Donc il faut que ici ça puisse bouger de quelques dixièmes. Et puis enfin, il faudra prendre des précautions lors du montage des coussinets. Là, vous voyez un chapeau qui a été... Alors, les précautions à prendre, c'est numéroter les chapeaux. On remet le chapeau sur sa bielle. Et bien faire attention au sens de montage. Ça, c'est des précautions élémentaires. Hein. On voit parfois sur des forums des gens qui font pas attention à ça. C'est très important parce qu'en fait, les bielles là, elles sont rectifiées, montées. Parce que le jeu, là, il est vraiment minime. On est à quelques centièmes entre le palier et l'arbre. Hein. Et donc, c'est rectifié de façon très, très fine. Si on retourne le palier, on est cuit, ça marche plus. Ou du moins, on a 90% de chance que ça va s'user très, très vite. Donc, au montage, on nettoie bien l'arrière du coussinet. Il ne faut pas qu'il reste un seul dépôt, rien du tout. Il faut que ce soit parfait. En propreté à l'arrière, on n'huile pas l'arrière d'ailleurs, hein, on huile ici mais on n'huile pas l'arrière. Il faut qu'on ait bien repéré le coussinet, qu'on ne se trompe pas de numéro de coussinet ni de sens de coussinet, voilà. Et c'est à ces conditions là qu'on peut faire un travail de qualité. La question qui peut se poser, c'est est-ce que il faut, si je mesure mes jeux, est-ce qu'il faut plus de jeux, moins de jeux, etc. Bon, sur un moteur standard, on n'a pas bien le choix, on achète des coussinets, on vérifie que ça se monte et qu'on est dans les tolérances constructeurs, et puis ça suffit. Si on veut améliorer la chose, alors on peut peut-être monter des coussinets avec un peu plus de jeux. Alors, voyons la diapositive d'après. Quelles sont les améliorations possibles sur un système de graissage? Donc, l'huile. La première chose, c'est l'huile. Donc, la qualité de l'huile. Alors, évidemment, si je prépare mon moteur, il faut que j'ai une attention toute particulière sur la qualité de l'huile. Hein. Alors, on va choisir une viscosité de 0,30 au moins, voire de 0,50. Donc l'huile, c'est pas très compliqué, les critères, alors, on fera peut-être un jour un truc là-dessus, mais c'est la viscosité à froid et à chaud. Plus les deux chiffres sont éloignés, plus l'huile est de bonne qualité. Une 0,50, elle est bien meilleure qu'une 0,30. Le filtre, si ça existe, il faut essayer de monter un filtre plus fin, parce que, évidemment, on aura un jeu très très réduit entre le palier et l'arbre, et la moindre particule qui pourrait se mettre là, ça fait des dégâts. Donc, la qualité de filtration, c'est évidemment très important. Alors, si je ai préparé mon moteur, hein, évidemment, on ne reste pas sur des vidanges à 30 000 km, bien sûr, ni à 15 000. Tout dépend de la préparation qu'on a fait. En compétition, par exemple, un moteur, il est révisé, alors, pas en compétition de très haut niveau, hein, un championnat de France quelconque. On doit faire 2000 km dans la saison. Voilà, le moteur, il est révisé à la fin de la saison. Hein. Donc, l'huile, elle fait 2000 km maximum, peut-être 1000. Voilà. On a tout intérêt, même sur une voiture classique, je dirais, normale, à diviser par deux
l'intervalle de vidange, si on préconise 30 000, faites-la à 15 000. Les huiles ont énormément progressé, mais il n'empêche que, par exemple, souvent on voit de la boue dans les carters d'huile. Hein, sur des vidéos YouTube, alors la boue dans les carters d'huile, c'est dû à un moteur qui ne fonctionne pas à sa température. L'huile n'arrive pas à chauffer suffisamment et puis ça va faire de la boue. Donc faire une vidange à 15 000 au lieu de 30 000, c'est quand même très bénéfique. La pression, ben alors si on prépare notre moteur, on va essayer d'augmenter la pression bien sûr. Ce qui pourrait être avantageux sur un moteur préparé, c'est de mettre le maximum de jeu au palier, hein, le maximum de jeu préconisé ou toléré, voilà, et augmenter le débit et la pression de pompe. Alors c'est difficile en fait sur une pompe à huile parce que plus j'augmente la pression et plus ma pompe a de fuite interne. Donc voilà, ça c'est une difficulté. On peut l'augmenter un petit peu, en tout cas, et c'est bénéfique. Alors après, on peut se poser la question de mettre une pompe électrique hein, à la place de la pompe à huile. Ça a plusieurs avantages. D'abord, au lieu d'enlever de la puissance au moteur, ça va enlever de la puissance à la batterie. Si vous êtes en compétition ou sur des runs ou comme ça, en fait, vous mangez pas de la puissance directement au moteur puisque c'est de l'énergie que vous avez mis dans la batterie. Bon, voilà, ça peut être une bonne solution. C'est difficile à mettre en œuvre hein, quand même. La température de l'huile, bien sûr, hein, donc chauffer son moteur, c'est très important. Attendre que l'huile soit au moins à 80 degrés, voilà. Avant de taper dedans, c'est le minimum. Donc, connaître la température de l'huile, laisser chauffer son moteur avant de taper dedans, c'est essentiel. Sinon, effectivement, vous n'avez pas la bonne viscosité dans les paliers. Régime moteur, mais pas de sous-régime à forte charge. Hein. C'est quoi forte charge, c'est pied dedans. Et pas de sous-régime, c'est-à-dire que si vous êtes à 1500 tours dans une côte et vous mettez pied à fond, alors là, vous êtes dans la situation la plus défavorable pour un palier. C'est-à-dire que vous lui mettez beaucoup de charge, une forte explosion dessus, et puis pas de régime, donc pas beaucoup de pression d'huile en dessous. C'est les conditions les plus défavorables. Donc conduire au régime, c'est mieux. Puis en fait, la dernière amélioration qu'on peut faire, c'est la matière des coussinets. Hein. Donc les coussinets trimétal, tout le monde a entendu parler de ça, c'est censé supporter plus de charge. A priori oui, c'est vrai, maintenant, moi j'ai pas testé personnellement, mais voilà, tous les moteurs un peu préparés, ils sont en trimétal. Voilà. Alors sachant que ça fait pas tout, hein, c'est-à-dire que ça améliore bien sûr la longévité du moteur, mais il faut bien comprendre que si j'ai un moteur qui faisait à la base 150 chevaux et que j'ai doublé la puissance, on est passé à 300 chevaux, bon, mais mon palier, lui, il a ni grossi, ni il s'est élargi. Donc, on va avoir beaucoup plus de charge sur le même palier. Donc, je peux faire quelques aménagements, mais grosso modo, c'est la fiabilité qui va prendre, évidemment. Donc, moins de longévité, etc. Donc, on peut... Là aussi, sur des moteurs préparés pour la compétition, on va faire de l'entretien préventif, c'est-à-dire qu'on va changer les paliers au bout d'un certain temps. Alors, d'ailleurs, en fin de saison, au bout de 2000 km, on va démonter, regarder dans quel état c'est, voir s'il faut changer plus vite, etc. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les paliers et sur les améliorations que l'on peut faire sur les paliers. Allez, cette vidéo est terminée, je vous remercie, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine.